Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on reçoit deux invités d'une entreprise bien spéciale qui viennent nous partager leur succès numérique. On va parler entre autres de l'importance de l'amélioration continue et comme quoi le numérique est un outil pour favoriser la transformation des entreprises. Et surtout, on va parler de l'importance de l'humain comme étant un facteur de succès dans les projets d'envergure numérique. Restez avec nous pour en apprendre davantage. On vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, nous accueillons deux personnes du groupe Mondial. Mondial est un groupe qui comprend plus de 250 membres dans leurs équipes, plus de 15 associés, dont nos deux invités aujourd'hui, et qui ont 4 sites de fabrication intégrés. Ils ont vraiment un modèle d'affaires différent des autres entreprises. Ce sont des sous-traitants industriels. Ils transforment le métal en feuilles jusqu'à intégrer le plus de valeur possible à l'assemblage mécanique et soudé. Ils travaillent avec des entreprises qui ont leurs propres produits, dont les plus grands donneurs d'ordre du Québec, d'Amérique du Nord et même maintenant l'Europe. Ils ont une ADN vraiment différente. Leur but, c'est de changer positivement de milliers de vies. En plus, ils veulent s'entraider à partager et à bâtir ensemble et leur passion est d'apprendre avec les humains talentueux et passionnés. Donc, nos deux invités, je laisse la chance à Jonathan de nous les présenter. Oui, dans le fond, aujourd'hui, notre premier invité, c'est René Tremblay. René est vice-président de l'excellence opérationnelle chez Mondial. Son rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens vers l'excellence. Et ce qui le motive au quotidien, c'est de voir les équipes grandir et atteindre leur plein potentiel. Son parcours a débuté avec des études en métallurgie au cégep de Trois-Rivières. Donc, il est de la région en plus, de la nôtre. Il a ensuite rejoint Mondial comme technicien qualité avant de se perfectionner en amélioration continue et en ressources humaines aussi. Il a évolué vers un rôle de directeur général puis de vice-président. Ça fait 20 ans qu'il fait partie du groupe, dont 13 ans comme actionnaire. Plus personnel, au-delà de son travail, ses passions gravitent autour des relations humaines, de la course automobile et de la guitare. Il est aussi papa de 5 enfants, ce qui le garde bien occupé. Il le pousse toujours à maintenir un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Je comprends ça. Et notre deuxième invité, Gabriel Allard, il est gradué en génie mécanique à l'Université Laval. Il détient aussi un DEC technique dans la même discipline. Son DEC lui a d'ailleurs permis de commencer à travailler dès le début de ses études universitaires dans le domaine manufacturier. Il est dans le domaine de la transformation métallique depuis 2006. C'est en 2008 qu'il a rejoint le groupe Mondial. Il a occupé divers postes, opérateur laser, technicien qualité, estimateur, programmeur machine et chargé de projet. Mais c'est vraiment en 2014, durant la prise en charge d'un projet d'intégration d'un nouvel ERP qui s'est plongé dans l'univers palpitant du numérique. Et ce changement, ultimement, a mené à la création en 2017 d'une nouvelle équipe multidisciplinaire dédiée à la transformation numérique que Gabriel chapeaute d'ailleurs. Et malgré sa grande passion pour les nouvelles technologies et le métal, il se retrouve plus souvent qu'autrement en pleine nature, dans le bois. La chasse et la pêche occupent pour lui une place importante dans sa vie. D'ailleurs, il produit et anime avec des amis une série télé diffusée depuis 2020 à TVA Sport qui est nommée Phonique Chasse et Pêche. Donc, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On est toujours content de recevoir des entreprises qui ont des choses à partager, qui peuvent aider d'autres entreprises à prendre action dans leur transformation numérique. On commence vraiment par la question qu'on aime commencer, juste pour mettre un peu la table sur le sujet, qui est la transformation numérique. On veut aider les entreprises à prendre action dans cette nouvelle ère, puis aussi leur donner des conseils pour voir ceux qui ont déjà pris le chemin de la transformation numérique, quels conseils peuvent-ils donner au fur et à mesure. Mais pour bien commencer, on aimerait bien comprendre c'est quoi votre vision de la transformation numérique en soi. On l'appelle la vision 4.0. Je vous laisse prendre la question au bon, peu importe qui veut commencer. Tu vois? Vas-y. Yes. En fait, on se connaît, Jonathan. On a fait affaire un peu ensemble avec les entreprises aussi du groupe. Tu sais, puis je pense qu'on
tu l'as réutilisé, on en a parlé ensemble, on a plus cette même vision-là, mais reste que, tu sais, le 4.0, bon, c'est le buzzword, on va sûrement en parler une couple de fois aujourd'hui, mais ça reste que c'est de l'amélioration continue à la base. C'est juste qu'on applique des outils numériques dans la boucle d'amélioration continue, puis au final, au centre, il y a toujours la même chose, c'est l'humain. Donc, on vient améliorer ou aider l'humain à résoudre des problèmes, mais avec les outils numériques qu'on peut avoir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, René? En fait, c'est assez simple, c'est de l'amélioration continue. On pourra en parler un peu plus tard, là, mais comment déployer l'amélioration continue? Il y a toutes sortes de trucs lean là, à déployer dans une entreprise. Ça fait plus de 20 ans que nous, on en fait. En fait, Louis Veilleux, notre président, a acquéri l'entreprise. Puis je pense que le jour 2, on s'engageait sur l'amélioration continue, puis on a travaillé fort en équipe. Puis en tout cas, il y a une façon de systématiser ça dans l'entreprise. Puis le 4.0, comme Gabriel l'a dit, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faut le voir simplement comme ça. C'est pas si simple à déployer, mais l'explication est simple. Oui. D'ailleurs, j'utilise fréquemment l'exemple de Gabriel là, quand je fais des explorations technologiques pour justement imager que la technologie, c'est l'outil. C'est un moyen. Mais l'amélioration continue, ça se trouve à être la méthode de mettre ça en place. Là. On ne peut pas juste faire du 4.0. Non, c'est pas un objectif à être 4.0. C'est ça. C'est voué tout de suite à planter. Là. Il y en a qui essayent des projets, puis pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est qu'à l'entour du 4.0, il y a une culture, c'est fantomatique un petit peu, la culture dans une entreprise. C'est ça. Ça s'est organisé avec plusieurs années de travail. Le capital humain, l'excellence opérationnelle, c'est bien systématisé, le 4.0 va voyager à travers ça. Mm-hmm. Ah, c'est sûr. Puis vous aviez bien mentionné la dernière fois qu'on a discuté de ce sujet-là, c'est que l'humain est le facteur décisionnel de l'amélioration continue numérique, on va l'appeler. Parce que si je prends des décisions qui ne sont pas axées sur des problématiques que l'humain vit au quotidien, l'outil, qu'est-ce qui vient aider finalement? Oui, c'est ça. Ça part toujours d'un problème. Oui, exact. Mais on le répète, puis on le répète jamais assez avec le gym numérique, mais le 4.0, c'est pas un but, c'est un outil qui vient complémenter les objectifs d'entreprise qui ont été ciblés à la base. Exact. On l'a dit dans votre présentation que Groupe Mondial avait quand même un ADN important, puis vraiment distinctif, changer positivement des milliers de vies, s'entraider à partager et bâtir ensemble, puis apprendre avec les humains talentueux et passionnés. Qu'est-ce que vous pourriez dire de votre ADN à titre de groupe? On dit souvent que la transformation du métal, c'est un front. On s'amuse à dire ça souvent parce qu'on aime bien ça, la métallurgie. Moi, j'ai baigné là-dedans, j'aime bien ça. On est tous des industriels. Mais en arrière de ça, on s'est posé la question à un moment donné, là, on a fait un stop là, en réflexion stratégique, on a pris une journée à réfléchir, OK? Puis on était une gang là, de passionnés comme moi puis Gabriel là, dans la salle, on était peut-être une vingtaine au global, puis on s'est demandé pourquoi que ça se passe bien dans notre équipe? Qu'est-ce qui fait qu'on se réunit? Là? C'est quoi le mot là, qui nous unit tous? Là, on a fait du split Kaizen, là. On est allé dans des salles différentes, puis l'exercice était de revenir avec ce mot-là. Puis, étrangement, on avait tout un mot qui voulait dire la même chose. Là. Bien, notre passion, c'est ça. Le mot qui définit notre passion, tu en as parlé tantôt, c'est l'humain. OK, l'humain, mais quoi encore? Là, c'est travailler avec des humains, apprendre avec des humains, mettre notre créativité sur la table, puis trouver des solutions ensemble, le mot ensemble, là, les humains ensemble, ça tourne un peu autour de ça. Bien, c'est ça, notre ADN, là. Quand on va rencontrer un client, on ne va pas livrer des pièces, on va créer une connexion avec notre client. Puis là, la connexion, le numérique, le jeu de mots peut arriver, là, mais la vraie connexion, là, comme je disais tantôt, est fantomatique. Il y a quelque chose qui se passe entre les humains. Pourquoi des équipes de la Ligue nationale gagnent des Coupes Stanley, mais sur papier, c'était pas eux autres qui étaient voués à gagner la Coupe Stanley. Sur papier, en théorie, c'est pas les meilleurs, mais il s'est passé quelque chose en arrière. Ça, le quelque chose, là, ça a été organisé. Organisé par un coach, par un directeur général, par un capitaine, par des équipes qui ont appris à collaborer ensemble. C'est un peu ça. La culture, elle s'explique pas vraiment, mais elle est bien présente. C'est ça. Puis, je
je ne l'ai pas mentionné, mais tu m'avais bien mentionné que vous étiez 250 membres de l'équipe et non 250 employés, ce qu'on entend couramment quand on parle d'une entreprise. Puis tu viens juste de valider encore plus que votre équipe complète ressort le mot comme étant l'humain au centre de vos décisions. L'humain est la raison de ma passion pour le travail. Mais de savoir que, comme tu l'as fait avec l'analogie du sport, qu'on aime bien aux côtés du gym numérique, Le gym. c'est Je une comprends pas pourquoi. Exact. Une équipe, c'est tellement plus solide que d'individus regroupés. Ouais. Oui. Puis, tu sais, vous êtes un groupe qui s'est, tu sais, on a parlé de l'acquisition par Louis, le président au départ, puis après ça, il y a une construction qui s'est faite autour de plusieurs filiales. Vous avez eu des acquisitions au fil du temps. Là, il y a la culture que vous avez en place présentement aujourd'hui, mais j'ose imaginer que ça n'a pas toujours été en place, qu'il y a eu une certaine démarche qui s'est faite, puis que cette démarche-là est à refaire si vous avez des acquisitions. Comment ça se passe quand il y a la mise en place ou la transition vers cette culture-là? C'est pas évident quand même. Puis on l'a vécu, puis je pense que René était quand même bien placé pour en parler. Tu l'as vécu assez On est en mode acquisition. On est dedans. En fait, là, ça se rapporte toujours à l'humain. Puis il faut mapper l'organisation pour la création de valeur. Mm-hmm. Il y a le mode standard de hiérarchie. Il y a le président, après ça, il y a les VP, puis après ça, ça descend comme ça. Mais nous autres, on aime mieux voir l'entreprise sur un mapping de collaboration. C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie quand on travaille ensemble. Il y en a une qui existe, là, on l'a, notre mapping organisationnel. C'est bon pour les banquiers, c'est bon pour les subventions, c'est bon pour plein de choses, là, la hiérarchie de l'organisation. Mais en vrai, comment que les gens collaborent, là, c'est des leaders qui portent les valeurs de l'entreprise. Donc, si on a à copier le modèle, ça passe surtout par le capital humain. J'ai des alarmes, coupe au montage. C'est pas grave, il n'y a pas grave. Ah non, c'est pas grave, c'est drôle. Ça fait partie de la vie. On est tous connectés. On est tous connectés, ouais. Puis on a tous des meetings. J'ai annulé mes meetings, mais pas mes alarmes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as mentionné le terme valeur. Tu sais, on a déjà présenté un peu l'ADN, mais concrètement, les valeurs, quels sont-ils? Puis comment vous les ressentez au quotidien? Juste en échange sur le plancher de production, dans vos prises de décision, comment vous mettez de l'avant ces valeurs-là? Parce qu'on s'entend que chaque entreprise a des valeurs. Ça fait partie de « j'ai fait mon modèle d'affaires, voici mes valeurs, voici ma vision, ma mission, etc. » Mais dans certaines entreprises, tu rentres là et tu n'as pas vraiment le feeling de vivre ces valeurs-là au quotidien. Il y en a qui réussissent à l'intégrer très bien. Fait que je me questionne à savoir, vous, ayant une entreprise qui est très axée sur l'humain, puis vous l'avez fait dans vos activités la dernière fois avec les mini Kaizen, que le mot humain est ressorti dans tous les groupes. Et clairement, vos valeurs, ils doivent être bien transmises et véhiculées, mais comment ils sont vécus au quotidien? Je ramène ça sur les leaders. Les leaders sont choisis. C'est eux qui font passer la culture à travers l'entreprise. Puis, on a systématisé, en fait, la culture. On a mis en place des rythmés, des rythmés quotidiennes, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels. Mais tous ces mini-meetings-là, ils ont une raison d'être. C'est que les leaders aient des occasions avec leurs membres d'équipe de faire voyager la créativité, la culture, le respect dans l'entreprise. Si on n'aurait pas ces rythmés-là qu'on appelle, il n'y aurait pas de cadence dans cette culture-là. Fait que là, l'amélioration continue fait partie de ça, la santé, sécurité, la qualité. C'est comme ça qu'on a réussi à organiser la culture. Mais ça crée surtout un canal de communication, tu sais. Je pense à... Tu travailles dans une entreprise, puis il faut que tu te questionnes à savoir comment je vais parler de ça à mon boss, quand j'ai un inconfort, j'ai un irritant, etc. Là, tu commences à stresser au fait de... Il va falloir que je partage ça, mais j'ai pas de canal de communication établi, mais en ayant les rythmés, comme vous appelez, qui est des petites rencontres sur un rythme dédié, ça doit être plus facile de dire « Ah, je sais que je peux parler à mon leader
demain à la rencontre prévue à mon agenda, tu sais. Au lieu d'avoir à builder sur « faut que je prenne une rencontre avec lui, il va falloir que j'y explique, il va falloir que je book son agenda », puis là, ça peut vite augmenter en stress, tu sais. Oui. Puis de discuter des problèmes, de transformer les problèmes en causes racines. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puis de le faire en équipe. Pas juste le gestionnaire. Là. Le mot gestionnaire, chez nous, il y a une utilité, mais il n'y a pas de sens. C'est le leadership. Le leadership, c'est quoi? Ben, c'est de transformer une équipe en une équipe mobilisée puis qui amène de la créativité sur la table. Ça s'organise. J'aime bien dire, par rapport à ce que tu dis, l'expression là, prends tes erreurs puis transforme-la en apprentissage, puis tu vas arrêter de te tromper. C'est un peu ça, de dire, au lieu de cacher les problèmes, d'être capable d'en parler, puis après ça, de le comprendre, puis d'agir en conséquence. Oui. Puis il y a d'autres choses qui est organisées. Là. On permet, on a nos cartes d'amélioration qu'on appelle nos cartes synchro. Bien, ça, c'est aussi un véhicule pour permettre aux membres d'équipe de mettre sur papier leurs idées puis les transformer en action. Oui, c'est ça, j'allais dire. Cibler des problématiques, c'est une opportunité en soi, là, tu sais. Si tu te caches les yeux aux problématiques que tu as au quotidien dans ton milieu de travail, ben, c'est que tu ne vois pas les opportunités d'amélioration de cette problématique-là, finalement, c'est ça. Qui est une opportunité d'avancement, tu sais. Non, puis on est allergique à la culture du déni ou de masquer les choses. Quelqu'un qui cache quelque chose parce qu'il a peur, ben lui, il va être amené dans le bureau. Là. Puis là, on va avoir une jasette, on va recommencer certaines bases de formation parce que c'est justement, si on cache les choses, on cache les défauts, puis on perd des opportunités d'amélioration. Ben ça fait partie de la culture aussi. Puis là-dedans, là, j'ai oublié quelque chose, c'est que les leaders, eux, sont amenés à avoir une relation d'égal à égal. Ouais. C'est pas un supérieur, c'est un coach. La posture est différente. Puis, on s'inspire beaucoup du Toyota Way. Oui. Ce que Toyota Culture nous enseigne, c'est ça. C'est que le leader est au service de l'humain, qui lui, est au service du client au bout de la ligne. Là. La chaîne le flux informationnel, puis le flux de la pièce, le flux de la culture, c'est enseigné. On ne l'a pas inventé, on fait juste la reproduire. Puis ça, je trouve que on pourrait faire un podcast ou un épisode complet là-dessus parce que je trouve que quand la Toyota Way, la méthode Toyota, s'est transférée vers les États-Unis puis vers l'Amérique du Nord, on a comme tout perdu l'aspect, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Ouais. Puis du côté de Toyota, il y avait vraiment la valeur du respect, la valeur de la considération des gens. C'était énormément présent à la base dans cette culture-là. Puis on dirait que c'est comme disparu, puis c'est devenu un amalgame d'outils. Ouais. Qu'on appelle le lean. Qu'on appelle le lean, exactement. On aime bien faire le lean, mais le lean, il ne faut pas qu'il soit seul. Non, exact. C'est exact. Ce qu'il faut retenir du Toyota Way, en fait, c'est le capital humain et l'excellence opérationnelle doivent faire qu'un. Oui, c'est un tout. C'est un tout. Il ne peut pas avoir juste des processus. On va se tromper. Il y a quelque chose qu'on va avoir oublié. Il faut toujours amener les deux. Oui. Tu utilises des mots quand même frappants. Tu dis, il n'y a pas de gestionnaire, on a des leaders. Là, moi, je fais juste voir, là, je ne sais pas si vous allez voir la référence que je fais, mais il y a un chariot, puis il y a le boss qui fouette les employés en avant, versus le chariot avec le leader qui est en train de courir en avant. Là. Je trouve que ça représente bien ce que tu exprimes, de dire, le leader, il ne se sent pas supérieur, il fait le travail avec les autres, il accompagne les autres, il les coach. Tu as utilisé aussi un mot très important pour moi, mobiliser. Et c'est de là ma prochaine question. Comment est-ce que vous considérez que votre culture vous aide dans vos phases de changement? Parce que le changement, ça fait partie de la vie, de celle des entreprises aussi. Mais on entend souvent résistance au changement. Ah, mon équipe ne voulait pas. Moi. Mais vous, comment est-ce que vous considérez que votre culture, qui est très en coaching, en implication, en groupe, en humain, vous aide à assumer le changement? On a fait des erreurs. On n'est pas nécessairement une entreprise de métal en feuille. On veut changer les humains, mais reste qu'on n'est pas une entreprise de communication. Donc, mais on essaye par nos rythmes, justement, de propager un peu l'information, mais aussi d'être à l'écoute.
que ce soit par les rencontres quotidiennes, mais aussi jusqu'aux rencontres un peu plus stratégiques. On fait des trimestriels, dans le fond, où on va annoncer un peu les nouvelles de nos clients, les grands projets qui s'en viennent, mais après ça, c'est cascadé et c'est ramené aussi dans les rencontres à chaque journée. Ça nous aide beaucoup pour le changement parce que quand on veut mettre un changement en place, on ne dit pas aujourd'hui on met la switch on puis c'est réglé. En fait, la technologie, souvent, elle existe. Là, je vais pogner le chapeau de transformation numérique parce qu'on s'en sert beaucoup. Puis souvent, on va les annoncer avant même de commencer à travailler sur le projet pour voir un peu la réaction, voir un peu le feedback, les gens comment ils voient ça, puis s'en servir pour déployer après ça différents projets. Fait qu'on vraiment, au niveau de la communication, des rythmés, on s'en sert pour essayer d'améliorer un peu la gestion du changement. C'est jamais parfait, on s'entend, mais quand on prend des projets numériques, des projets que ce soit d'ERP ou d'intégration de différents outils, c'est des outils numériques, mais en réalité, c'est tous des projets humains parce qu'il faut que l'utilisation, il faut que la compréhension soit bonne, il faut que la culture numérique soit bonne, puis ça, on y échappe pas, il faut vraiment communiquer. Okay. J'ajouterais qu'en arrière de ça, il y a une préparation de plusieurs années, là. Ça prend un terreau fertile pour que les plantes poussent. Là. On n'a pas des plantes. Je veux pas On comprend la métaphore. Puis j'invite les auditeurs à écouter votre épisode 2. Vous en avez parlé beaucoup. Oui. En fait, on en fait beaucoup de ça, là, de s'assurer que les équipes sont capables de collaborer ensemble. Puis ça, il y a une autre petite recette. On a fait affaire avec Martin de la Roseville de Apiculture à Drummondville, maintenant appelé Team Factory. Bien, eux autres, ils nous ont aidés à mapper, en fait, nos équipes. On les appelle nos grappes. On a des leaders avec des membres d'équipe dans l'entreprise. Bien, il y a une façon de comprendre comment ils interagissent ensemble, cette équipe-là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'il y a un succès? Au bout de la ligne, c'est que ça a été pensé. C'est pas le fruit du hasard. C'est organisé, c'est réfléchi, ça. Puis si un leader n'est pas dans la bonne équipe ou dans la bonne position, on a d'autres choses pour lui. Oui, c'est ça. On a d'autres départements dans lesquels il va pouvoir mieux s'épanouir. Puis ça va avoir un impact positif sur les joueurs dans l'équipe. Hein? Puis on le voit, là, on fait encore le parallèle au hockey, là, mais quand le coach n'est pas à bonne place, c'est le premier qui part. Là. Ouais, c'est souvent lui qui est cop en premier, même si c'est pas lui qui n'est pas à bonne place. c'est exactement ça. Fait que ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est pensé et organisé. Oui, exact. Mais je pense que ce qui ressort, moi, de votre définition, de votre réponse, on va dire, c'est vous êtes transparent. Tu as dit, on le prévoit dans le temps, avant même qu'on commence à penser intégrer une technologie, on en a parlé à notre équipe. Fait qu'il y a un niveau de transparence qui est peut-être pas présent dans toutes les entreprises parce que souvent, tu as peur de la résistance au changement, fait que tu le caches le plus longtemps possible pour pas vivre la résistance au changement. Puis, en fait, ça va dans le mauvais sens. Ça fait pire encore que si tu avais été transparent et que tu avais questionné sur la problématique ou tu avais même fait un atelier pour dire c'est quoi les plus grands irritants pour cibler qu'on est tous d'accord sur le même irritant, finalement, tu sais. Mais je pense que le mot transparence définit bien votre approche de votre culture vers le changement. Tu sais. Ouais. On voit les réactions aussi. Là, je pourrais prendre un exemple. J'étais revenu avec Louis d'Allemagne à Overmess. Puis là, on a comme annoncé en trimestriel qu'on voulait aller vers le sans-papier. Okay. Il y avait peut-être, je sais pas, 50, 60 personnes dans la salle. J'ai jamais entendu un silence comme ça. Là. Ça avait coupé net sec. Tout le monde, les yeux bien grands. Puis après ça, de temps en temps, une question. Ouais, mais on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Tombe pas sans papier de main. Là. Non, c'est ça. C'est un désir qu'on a, on va le planifier, puis c'est vous autres, en fait, qui va nous le dire quand on n'aura plus besoin. En date d'aujourd'hui, on n'est pas sans papier, on en a moins pas mal, mais c'est toujours un but qu'on veut atteindre. Puis en réalité, il y en a des départements qui disent hey, j'en ai du papier dans le shop, là, mais je n'ai plus besoin. OK, mais attends un peu, il faut travailler alentour, il faut travailler avec les autres départements pour que la chaîne complète puisse s'en libérer. Mais c'est des genres de changements qu'on amène. On lance une idée, on se recule, on regarde comment ça va se passer, puis OK, on a le feedback du monde un petit peu, puis là, on prend les alignements où on se réajuste. Puis, je veux juste rajouter peut-être quelque chose. Je m'excuse, Marie, mais moi, j'ai eu la chance d'évaluer votre situation d'entreprise, puis on en a discuté aussi avec Yannick de Soucis Techno dans l'épisode 1, puis je trouve que, comme vous avez une excellente maturité,
Puis on dirait que les entreprises qui ont une très bonne maturité ou qui savent bien gérer leur projet, il y a comme une espèce d'humilité qui vient avec ça. Puis c'est ça que je pense que tu viens d'exprimer, dans le sens que tu dis, on n'est pas encore sans papier, mais on n'en a pas beaucoup. Vous êtes loin, là. Vous êtes loin, là, puis je pense que vous devez vous le reconnaître. Puis justement, c'est votre approche, votre humilité, puis le fait que vous avez accepté de faire des erreurs, le fait que vous avez accepté d'écouter vos employés qui je crois, en fait, en partie la clé de votre succès. Là, fait que donnez-vous-les. Parce que, honnêtement, je pense que... Mais cette humilité-là, elle est à la fois... On ça fait sûrement partie de votre succès, en fin de compte. Oui, on l'observe, mais aussi, je pense que vous pouvez vous le donner aussi. Ouais. On le sait qu'on est bien avancé, mais des fois, on est des mauvais juges de nous-mêmes aussi. Fait que autant avec le CNIMI qu'avec d'autres entreprises, mais on a fait des audits numériques, mais on ne les a pas fait avant de commencer. On les a fait pour venir nous challenger où est-ce qu'on était, c'est quoi notre statut, est-ce qu'on est aussi bon qu'on le pense, est-ce qu'il y a des axes qu'on a peut-être moins travaillé. Fait qu'on l'a vraiment plus utilisé comme un benchmark au lieu de dire donne-nous un plan où aller, mais c'est plus rentre-nous dedans, c'est où qu'on est moins bon, puis c'est où qu'on devrait mettre plus de temps. Là, j'utilise ce changement de sujet pour faire une courte pause, puis on revient en parlant de votre plan de match de transformation numérique. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent et vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes de retour, puis on va continuer le sujet qu'on a commencé avant la pause, la transformation numérique du groupe mondial. Je voulais comprendre un peu comment vous aviez établi votre plan de match pour dire on est rendu là, ça va nous servir, on se lance. Oui, c'est pas tout à fait arrivé comme ça. On en parlait tantôt dans la présentation. En fait, c'est vraiment en 2014, on peut dire qu'on a commencé à baigner plus dans le numérique. Le trigger, là, vraiment, ce qui a fait que ça a eu un déclenchement, c'était au niveau vraiment du système manufacturier qu'on utilisait. Je ne l'appelle même pas ERP. Non, c'est un système interne. On commençait à ce moment-là à avoir le goût d'utiliser le numérique pour améliorer. On faisait du 5S dans l'usine, on a fait du SMED, on a fait du layout. Là, on voulait autonomer des choses, fait qu'on avait des demandes au numérique. Notre système ne suivait pas nos ambitions. Là. Puis surtout les données, hein, Gab. C'était un bol de spaghettis, là. C'était incroyable. Puis, on en parle, on est plusieurs entreprises dans le groupe, mais là, on se trouvait à avoir, dans les deux entreprises principales de métal en feuille, le même système, mais pas le même système. Fait qu'au final, c'était plus facile d'envoyer de la job à sous-traitance à quasiment un compétiteur. Ou d'autres partenaires à l'externe que de l'envoyer à notre usine sœur pour que ça reste dans le groupe. Fait que là, on dit « OK, c'est beau, là, ça nous prend des solutions. » Ça commence à être malaisant un peu. un peu. Fait que là, on le dit maintenant que c'est plus le cas, mais avant, on s'en vantait pas trop. Fait que ça l'a amené justement au projet de revoir, chercher un système ERP, un système manufacturier qui nous permettrait de croître avec l'entreprise. Et de structurer nos données. Exactement. Fait en fait, ça a pris pratiquement 1 an au niveau de la sélection. On est vraiment parti de la base au complet. On s'est fait aider par des gens d'autres entreprises, en fond, qui avaient certaines compétences là-dedans. On n'est pas directement allé avec des consultants ou des entreprises spécialisées là-dedans. On voulait vraiment avoir le feeling de quelqu'un qui l'avait déjà fait dans une autre entreprise. Puis on est vraiment parti de la base. Au final, en fait, puis, je le dis à beaucoup de gens là, qui viennent soit nous visiter ou qui demandent des références pour les ERP ou quoi que ce soit. Au final, là, quand que vous avez fait un top 3 des outils qui pourraient être faits, là, les 3 vont faire. Cassez-vous pas la tête, là, souvent. Si on parle des mêmes styles de logiciels, là, ils vont tout faire. Ils ont leurs forces, leurs faiblesses. Mais au final, ce que ça prend, c'est un partenaire là-dedans, quelqu'un qui va venir l'intégrer avec vous, qui vous comprend. Fait que c'est vraiment ça, nous autres, qui a fait on va dire la décision finale. Puis, en fait, à chaque fois qu'on fait un projet numérique, c'est un peu ça qu'il faut trouver. C'est le partenaire. C'est pas une relation client-fournisseur. C'est vraiment un partenaire, quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous appeler, qui vous comprend, puis que c'est pas à recommencer à chaque fois. Ouais. On l'intègre dans notre famille. Exact, tout à fait. Ça vient avec votre relation humaine, là, qui est comme votre facteur prioritaire. Là. Mm-hmm. Puis vous choisissez vos fournisseurs de la même façon que vous agissez avec vos clients aussi. Exact, ouais, c'est des relations partenaires. Et tous nos partenaires, nos membres d'équipe. Mais là, je comprends qu'en 2014, il y a eu comme un facteur décisif. Il y avait une problématique avec l'ensemble des entreprises. Ça ne se parlait pas, c'était problématique. C'était une obligation. C'était une obligation pour continuer de croître. Donc, vous avez choisi d'intégrer un système ERP de gestion manufacturière. Mais après ça, c'est un premier projet numérique.
qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour dire on continue dans cette roue-là? Parce que, tu sais, les ERP, ça existe depuis un bail. Tu sais, ça existe depuis longtemps, bien avant qu'on parle de l'industrie 4.0. Il y a des statistiques là-dessus. Ben, tu sais, c'était connu. Là. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de la transformation numérique, les ERP ont comme repris un gain d'importance parce que oui, ça te permet de mieux gérer tes données, etc. Mais il suffit d'un projet. C'est juste un projet. C'est pas dire je m'en vais. C'est un premier projet numérique, mais ce n'est pas. C'est pas du 4.0. C'est pas du 4.0. Ce n'est pas dire je suis maintenant rendu. Ma transformation numérique est faite. On est loin de là. On peut appeler ça du 3.0. On peut appeler ça une étape préliminaire, disons. Exact. C'était une base qu'on n'avait pas le choix. Non. Tu as vu, moi, j'ai fait omission complète de ton discours. Parce que là, après ça, on va dire 5.0. Là, on se bouge les oreilles. On n'est pas rendu au X? On n'en parle pas aujourd'hui. C'est pas le débat de la journée. Non, c'est ça. On change. Ouais. Donc, vous avez fait un premier projet technologique. Ouais. Mais vous aviez mentionné la dernière fois qu'on discutait que vous aviez vraiment établi un plan de match pour la suite des choses. Mais comment vous avez déterminé que c'était le temps de faire un plan de match? Comment vous avez décidé les projets qui allaient aller dans votre plan de match? Comment ça s'est passé dans l'entreprise? Tu peux peut-être faire un parallèle sur l'histoire un peu avant. Là. Après le Go Live, on a 2016, 2017, 2018, là, on a saigné du nez. Je te laisse le reste. Ben, c'est ça, en fait. Là, ce qu'on voulait au moins, c'est de revenir avec une base pour après ça croître. Ça permet de soutenir la croissance, mais aussi nous permettre d'aller plus loin au côté numérique parce que, comme on le dit, la donnée est une certaine base de tout ça. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Fait que déjà là, on avait de la misère à juste compiler de la donnée. Fait qu'on ne se mesurait pas tant que ça. Donc, un coup dans l'implantation, c'est là qu'on a commencé à embaucher un premier programmeur pour nous aider un peu à intégrer. Parce qu'on a toujours resté dans la mentalité que oui, on est capable d'avoir des ressources externes, des intégrateurs et tout ça, mais on veut l'apprendre aussi, on veut être capable de voler de nos propres ailes. Fait que ça a été un peu le premier élément déclencheur de dire hey, on est une entreprise de métal en feuille, de manufacturier, on va regarder pour avoir des gens dans le numérique. Bon, déjà là, ça facture pas bien, mais on s'est rendu compte avec ça que en fait, on pouvait amener plus d'outils. Quand je parle d'outils, en fait, c'est qu'on a parlé de la transformation numérique, c'est d'amener des outils numériques aux humains pour être capable d'en faire plus. Puis on s'est rendu compte qu'en rapprochant la donnée des gens qui travaillent, il y a de l'amélioration qui se fait. Fait que vraiment, au départ, on est allé à intégration du ERP. On a, comme René dit, on a saigné du nez, évidemment, parce qu'on n'est jamais totalement prêt. Puis maintenant, on s'est dit, là, go, on y va. Puis le premier mois, ça a été le plus gros mois de vente à vie du groupe. Le deuxième, le battu. Le troisième aussi. C'est pas à cause du ERP, mais c'est juste pour vous dire dans quelle tempête qu'on a fait ça. On était supposé de ne pas faire d'intercompagnie avant 3 mois. Ça a pris 3 semaines. 2 semaines, on dit on le fait. La troisième, on le faisait. Fait que ça a quand même été dur. Ça a été dur pour nos clients aussi. Ils en ont un peu souffert là-dedans. Puis je tiens à remercier tous nos partenaires d'avoir été patients et d'être encore là aujourd'hui. C'est bien de les remercier parce que, premièrement, ils sont restés, mais votre approche avec eux doit avoir fait que votre relation était d'une confiance assez stable pour leur dire on sait qu'ils vont commencer à livrer, tu sais. En fait, on a pris le téléphone quotidiennement. On était au téléphone avec eux. On trouvait des moyens sur le site pour être capable de les servir et de faire des priorités sur des feuilles de papier. Alors, ça... Mais c'est ça parce que votre pensée était mon client, l'humain derrière tout ça avant tout. T'sais. Puis, tu sais, Louis, c'est lui qui nous l'a enseigné. Là, en arrière d'une situation, il y a toujours une opportunité. Ouais. OK, des fois, là, il me fait chier. Solide, dans le sens que quand tu es dans le problème, tu te fais dire ça. Hey, j'ai une parenthèse. On a déjà eu une attaque informatique. Ah non. Ouais. Les serveurs bloqués au complet, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'était quoi, 1 an ou 2 ans après notre Go Live? Non, un petit peu plus, me semble. Un petit peu plus, mais on n'avait pas besoin de ça. Il y a personne qui se lève un matin et qui se dit, moi, ce matin, je vais avoir une attaque. C'était puis moi, le directeur général. Là.
C'était les assurances. La police était dans le dossier. Puis Louis était en train de faire du hacking dans le Nord. Puis j'ai réussi à la rejoindre. Puis qu'est-ce qu'il me dit? Du hiking comme de la randonnée, là. Ouais. OK, moi, Pas du j'entendais hacking. du hacking. J'étais comme Non, non. si tu non. rentré dans le serveur. On s'en est douté un moment donné. Hein. Il est loin, il ne répond pas. Ben, ça a été vraiment dans notre pensée. C'est-tu Louis qui nous fait un coup? Ouais. Je sais pas, quelque chose. C'était un test, comme on fait des tests d'évacuation des fois. Ouais. Mais non, c'était vraiment vrai. Puis il me dit, René, il y a une opportunité derrière ça. Ouais. J'ai failli donner ma démission. Mais il avait raison. Il avait raison parce que dans toutes ces situations-là, puis je fais le parallèle avec nos partenaires là, dans le Go Live, là, ben, l'opportunité en arrière de ça, c'est qu'on a créé des connexions. Mm-hmm. Même dans le pire des situations, quand on s'est fait attaquer, on a créé des liens ensemble. J'ai appris à mieux travailler avec Gabriel. J'ai appris, j'ai eu des nouveaux contacts. J'ai créé des liens avec mes clients aussi. Tu sais, quand on est transparent avec nos clients, ben ça nous revient toujours. Ben, il avait raison. Il a toujours raison. Quand il me dit ça à cette heure, je roule les yeux. Je dis, ben ouais, m'attendre une journée, puis ça va arriver. Oui, c'est ça. Un sage. Un sage. Ouais, un sage. Exact. Puis tu sais, si je reviens sur ce que tu as mentionné, là, c'est... puis là, je vais aller loin, là, je vais aller jusque dans les travaux de Marie, là, quand elle a fait sa maîtrise. Là. C'est qu'il y a quand même entre 70 et 80% de taux d'échec dans l'implantation des ERP. Et là, ben, les travaux de Marie, justement, s'orientaient à savoir, ben, c'est quoi les conditions gagnantes? C'est quoi qui va faire qu'un projet de transformation numérique va être un succès? Puis là, je vais faire attention à ce que je dis parce que là, je vais me faire valider à côté. Mais tu sais, dans tout ce que vous avez nommé, là, la culture d'entreprise, l'amélioration continue, tu sais, l'évaluation du projet, les capacités financières, on n'a pas nécessairement parlé, mais ça en fait partie aussi. Vous avez comme donné l'amalgame de ce qui est ressorti dans ce que Marie a fait comme travaux. Fait, c'est ce qui a fait cette ouverture-là, cette culture-là. Je me permets l'hypothèse de dire c'est ce qui a fait que pour vous, ça a fonctionné puis que même si vous avez saigné du nez, vous êtes relevé pareil, puis vous avez continué pareil, vous avez performé pareil. Ouais. Et on a appris. Oui. Ça dépend toujours aussi comment on calcule un échec ou une réussite. Hein? Parce qu'un Go Live, c'est vraiment jamais le fun. Si quelqu'un vous dit que c'est le fun par ta course. Mais tu sais, la première année, tu nous aurais demandé si c'est un échec ou une réussite. Là, on aurait hésité pas mal. Là. Fait que, c'est des projets qui sont longs, qui coûtent beaucoup d'argent. Maintenant, ben, je pense que la réussite, il faut l'évaluer peut-être dans la 2e, 3e année et par la suite. Mais ça, c'est parce que vous avez eu les reins de maintenir ça 2-3 ans. Tu sais, il y a du monde qui aurait juste c'est fini, j'arrête là, je remets le logiciel à off, puis je recontinue avec mes petites méthodes d'avant. Vous avez persévéré là-dedans. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez dire c'est un succès notre ERP parce que vous avez passé le Go Live, la période de saignage de nez, puis vous avez persévéré puis maintenu l'objectif que c'était la bonne décision pour vous. Mais ça, il faut avoir les reins solides en motadine là, pour passer ces phases-là. Et une profondeur d'équipe. Mais c'est ça qui vous mène à dire que c'est un succès aujourd'hui. Mais quand on regarde les entreprises, généralement, mais premièrement, la culture n'est pas tant établie. Les gens ne se sentent pas tant impliqués dans les décisions. L'humain n'est pas au centre des décisions. C'est dur de maintenir ça dans le temps, 2-3 ans, pour dire que ça va être finalement un succès. Là, on le souhaite aux entreprises d'être persévérantes puis de maintenir tout ça parce que si la décision a été prise de mettre en place un nouveau système ERP, ben, c'est parce qu'il y avait une raison derrière tout ça. Fait que tu souhaites le succès, mais 70%, là, l'étude démontre que c'est fou. Il faut avoir la foi un peu, il faut y croire au projet. On a pris une grosse bouchée quand même. Là, quand on a fait le Go Live, on l'a fait pour 3 entreprises en même temps, tous les modules, là, de la soumission jusqu'à la facturation, en passant par la planif, le MRP, les suggestions d'achat, all-in. Là. Ouais, c'est vraiment, ça, c'était all-in. Oui, pour 3 entreprises qu'on a mis le bouton à on la même journée. Mais on voulait ça. On a vu des entreprises, ça faisait 4-5 ans, on était allé en visiter, puis qui n'utilisaient pas la planification, ils n'utilisaient pas les soumissions dans le ERP. Non, nous, si on fait le move, on le fait complet. Fait qu'on s'est tenu à ça.
Des fois, on a regretté dans la première année, mais au final, là, après 8 ans d'implantation, en fait, ça fait 8 ans le Go Live, personne ne reviendra en arrière. En fait, la deuxième année, les gens ne seraient pas revenus en arrière. Non. La première, il y en a beaucoup qui auraient tiré la plug, là, mais mais c'est ça. Au final, c'est comme ça, je pense qu'on mesure la réussite. Puis c'est aussi ce qu'on t'en fait par la suite. Un ERP que tu ne mets plus d'amour, puis là, mettre de l'amour, là, c'est pas juste de faire tes mises à jour ou quoi que ce soit, c'est de comprendre comment il fonctionne, puis essayer de voir comment il peut nous aider ou comment on peut fine-tuner ça pour aider les gens à mieux travailler. Oui. C'est ça, mettre de l'amour, puis c'est ça qui fait en sorte que après 8 ans, tu utilises le même ERP, puis tu as fait tes mises à jour, tu as suivi ça, puis que tu n'as pas pensé après 5 ans, mon ERP désuet, il est lent, ça va pas bien, c'est tout croche, va changer. Ouais. Oui, mais quand on a compris que c'était notre base en développement numérique, à partir de là, tout le flow numérique, là, le flow informationnel, il faut vraiment s'y attarder. Tu sais, toutes les transactions, un bon de travail fait une transaction, il consomme quelque chose. S'il ne consomme pas bien, puis que tu ne l'as pas bien opéré, au bout de la ligne, les états financiers à la fin du mois ne sont pas bons. Là. Ouais. Hein? Puis tu veux te servir de tes données pour faire d'autres choses, des dashboards qui vont servir à l'humain, prise de décision, bientôt l'intelligence artificielle qui va l'exploiter. Mais si ça, en amont, c'est pas tout bien organisé, ça ne durera pas. Exact. Puis tu sais, on s'étire sur le ERP parce que c'est la base, c'est de là qu'on a parti. Mais ça nous a permis, après justement la première année, de refaire un peu un checkpoint, de regarder quel processus qu'on veut optimiser, quel processus qu'on fait peut-être trop de clics, qu'on fait trop de flafla, exactement, qu'on vient optimiser. Ensuite de ça, après 3 ans, on s'est dit, hey, on a 3 ans de données. Là. 3 ans de données qu'on s'est forcé à mettre au système puis qu'on le sait qu'elle est bonne. Là, on commence à regarder nos KPI. OK, c'est comme ça que ça a évolué dans les dernières années. Telle chose, OK, on est surpris de ça, on va creuser un peu le pourquoi, etc. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand on crée ces genres de KPI-là, on n'est pas à sortir des données d'un système, à essayer de cruncher ça dans Excel, essayer de faire les graphiques, arriver pour le présenter, puis dire, regardez, il y a un pic ici, haut ou en bas. OK, pourquoi? Je ne sais pas, ça m'a pris la semaine au complet faire mon KPI. On n'est pas là. Là, on l'a en temps réel, puis quand on arrive puis qu'on le présente, on explique les pourquoi, les raisons, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place pour essayer de l'améliorer. Fait que c'est le début de la culture numérique. La culture numérique, il faut amener les gens à comprendre ce qu'ils font, mais comprendre aussi au niveau de la donnée, puis de l'interpréter, puis être capable de prendre des meilleures actions à travers ça. Ensuite de ça, j'étais à peu près à la 3e année. 4e, 5e année, c'est là qu'on a commencé à faire nos premiers audits numériques. Okay. Pour vraiment avoir... on se pense on commence à prendre des bonnes décisions en fonction de la donnée. On a mis des automatismes en place. Donc là, on s'en va où? C'est quoi la direction qu'on veut prendre? On avait quelques idées, mais rien de mieux que de se faire benchmarker un peu. Puis ce qui en était ressorti à ce moment-là, il y a plein de petits points, là, mais la grosse affaire, c'était qu'on avait... il y a toujours le principe d'intensité versus culture numérique. Donc, on a mis beaucoup de choses en place dans ces années-là. Beaucoup d'outils, tout ça. Mais il fallait s'assurer que la culture, la compréhension des gens suivent. L'exemple que je prends tout le temps un peu, c'est je prends un téléphone intelligent, je donne ça à une personne de 90 ans qui n'a jamais eu ça, puis je gaste un téléphone. Sont où les pitons pour appeler? Là, première affaire, tu vas lui montrer sont où les pitons pour appeler, elle va être capable d'appeler. Cette personne-là n'a aucune idée de toutes les autres fonctions qui sont possibles sur le cellulaire. On a certains membres d'équipe que c'était ça. Il y avait deux écrans, ils voyaient de la donnée. OK, c'est de la donnée, mais j'ai aucune idée c'est quoi. On a mis des KPI dans l'usine, des ordonnancements, des indicateurs de performance. Ça faisait peut-être 3-4 mois facile que c'était là. Puis là, un moment donné, je reçois un ticket, une demande d'amélioration. Est-ce qu'on peut mettre l'indicateur qualité en bas à droite dans le KPI? J'aimerais ça le voir en temps réel. Il est déjà là. Il était déjà là en bas à gauche depuis jour 1. Fait que là, on fait « Oh, palaille, OK, on l'a peut-être échappé. » Si tu donnes un téléphone comme ça à ma grand-mère, même si tu lui expliques, elle l'adoptera pas. Oui. Fait que là, ça, il y a une gestion de changement. Là, on en parlait un peu tantôt. Là. Ouais. Ça se prépare, la gestion de changement pour ma grand-maman. Fait que on fait parler. C'était-tu le 5e qui me manquait tantôt, ça, la formation? Oui, la formation en fait partie, oui, effectivement. Dans les facteurs de succès, formation, transmission de connaissances puis d'expertise, c'est critique là, pour réussir un projet technologique. Mais ça, ce 5e-là, nous, là, on va perfectionner ce 5e-là. Là. On a un projet là-dessus. Là. C'est génial, ça. C'est bien de savoir.
de savoir que sur le terrain, ce qu'on voit dans la recherche est réel. T'sais. Oui, absolument. absolument. Là, on a parlé du projet d'ERP quand même en profondeur. Ouais. En date d'aujourd'hui, votre plan de match numérique, il est où? Bien, c'est ça. On avait commencé, on a fait le premier audit numérique, là, on a vu la culture, on a fait quelques pas par en arrière pour essayer de mieux avancer. Puis on a toujours gardé ça en tête pour les différents projets qu'on a voulu mettre en place par la suite. Dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu aller voir plus loin, de faire notre plan de match numérique, mais pour les 3 à 5 ans. Okay. Pour vraiment essayer on a plusieurs projets en même temps, on essaie de ne pas tous les cruncher tous ensemble, parce qu'il n'y a pas juste le numérique, il y a plein d'autres choses. Donc là, le but, c'était de faire une vision, oui, sur le numérique, mais aussi sur les ressources humaines, aussi sur la productivité, vraiment d'avoir les différents axes. Exact. Puis là, ben, le but, c'était de faire cette stratégie numérique-là, d'avoir une vision, d'avoir un but final à atteindre. On sait que le chemin pourrait dévier un peu. Puis un coup que c'était fait, on était quand même assez confiants, ben, c'est là qu'on a relevé la main et dit hey, on pourrait faire un autre audit numérique. C'est là qu'on a justement contacté aussi le CNIMI pour commencer un audit numérique, venir revalider aussi un layout d'usine qu'on voulait changer puis qu'on voulait qu'il soit adapté, si on peut dire, aux 3, 5, 10 prochaines années pour être capable de scaler up avec ça. Puis le but, c'était vraiment de venir, y a-t-il des bouts qui nous manquent, des angles morts qu'on n'a pas vus? On n'a pas vu. Puis est-ce que ça fait du sens, l'ordre qu'on le prévoit? On l'a présenté sous forme le mot qui me vient, en forme de swimline, là, comme des corridors de projet là, placés dans une ligne de temps. Et on ne veut pas être très rigide avec ces lignes de temps-là, mais on veut se donner un peu le portrait de c'est quoi les étapes et les actions qu'il va falloir porter pour réaliser notre plan 3 ans. C'est ça qu'on a présenté au CNIMI. C'est ce plan-là. Puis on part avec nos idées de transformation numérique, d'intelligence artificielle, toujours en but de supporter l'humain, d'autonomer les décisions sur le plancher, puis de mieux utiliser notre base de données, qui est un trésor. On est assis sur un trésor, là, mais comment l'utiliser davantage? Là, vous avez dit que vous avez utilisé l'audit numérique comme benchmark. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'externe à ce moment précis-là dans le temps? Tu sais, on a entendu beaucoup parler de l'audit numérique qui a été subventionné, etc. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont fait, ça les a aidés, il y en a qui l'ont fait, qui l'ont laissé sur la table. Tu sais, on s'entend qu'il y avait plein d'alternatives. Vous aviez déjà un plan de match, vous aviez déjà travaillé dans un sens, puis on l'avait dit la dernière fois qu'on s'est parlé, que vous cibliez vraiment vos projets selon les besoins que vous aviez. C'était pas, il y a une subvention pour un ERP, j'implante un ERP, c'est le besoin que j'ai présentement pour mes entreprises du groupe, c'est de changer mon système informatique. Donc, on va intégrer un ERP. Puis ensuite de ça, vous avez greffé comme un plan de match que vous avez dit pour les prochaines années, vers où on s'en va selon nos problématiques et nos besoins dans le temps. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez levé le flag pour dire là, c'est le moment de faire un audit numérique, puis c'est le moment de se faire accompagner puis de se faire challenger, tu sais? Un peu parce qu'on voit grand. On avait des projets, on en a fait plusieurs, mais là, maintenant, quand on regarde les projets, c'est pas des petites choses. Fait que le but, c'était de voir un peu tous les prédécesseurs, mais aussi de voir ça fait-tu du sens? Est-ce que c'est possible de se rendre là? Puis comment le faire? Puis quand on arrive dans des projets comme ça, puis honnêtement, on n'est pas des références côté subvention. Là. Souvent, on le faisait, puis on regardait après, il y aurait eu une subvention pour ça. C'est ça, on veut aller vite, et puis là, on le vit un peu présentement aussi. Fait qu'on voulait vraiment s'assurer de préparer ça, puis être en mesure de, s'il y a des opportunités de subvention qui arrivent, OK, on a un plan, on est capable de le présenter, puis on va gagner du temps à ce niveau-là. Mais peu importe, on le sait qu'on va aller là. Fait que tant mieux s'il y a des aides financières, mais pour nous, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça va rapporter sur le long terme. Puis on le voit, on le sait que c'est vers là qu'il faut aller. Puis au niveau de CNIMI, c'était juste vraiment de s'assurer, de venir confirmer ça, de venir voir s'il y avait des angles morts, de venir nous aider, nous appuyer là-dedans. Parce qu'on a beau avoir des ressources internes, on n'a pas de spécialistes en intelligence artificielle, on n'a pas des gens qui ont fait des projets et des projets dans différents domaines technologiques. Puis on veut acquérir certaines compétences. Donc, c'est là que des entreprises comme le CNIMI qui viennent nous appuyer là-dedans et qui ont un transfert de connaissances, mais pour nous, c'est vraiment de l'or en barre. Là. Puis il y a une partie de la réponse qui est où est-ce qu'on s'en va, là?
comment qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? La réponse, c'est notre gouvernance. On parlait des rythmés tantôt, là, en début. Oui. Ben, la stratégie d'entreprise est rythmée, puis on a un rythme trimestriel, annuel, 3 ans, 5 ans. On a une boussole, OK? On regarde toujours notre boussole, là, puis là, c'est pour vrai, là, on a une boussole avec des alignements stratégiques. Puis à chaque trimestre, on s'y réfère pour choisir nos 5 projets prioritaires. Puis là, après ça, hebdomadairement, on les suit. Les chargés de projet, là, on les appelle, puis où est-ce qu'on est rendu, comment que ça avance, qu'est-ce qui te manque comme ressources, pourquoi qu'on est en retard sur telle partie. Fait qu'on met beaucoup de rigueur à suivre nos projets. Puis ces projets-là sont pas choisis par hasard. Ils sont en lien avec notre boussole organisationnelle qu'on appelle notre flywheel, là, sous forme de flywheel. Mais ça, cette rigueur-là fait qu'on bâtit toujours notre vision, puis on réajuste le tir. Fait que quand on arrive là, dans nos comités administratifs, comités consultatifs, exécutifs, etc., bien là, on arrive avec de l'information. On a de l'information de comment que ça a été nos projets, comment que ça a avancé. On fait nos risques, l'évaluation des risques, opportunités, tendances, etc. Puis après ça, là, on va regarder notre boussole, puis là où est-ce qu'on s'en va pour le prochain trimestre pour enligner le bateau dans la bonne direction. Bien ça, là, ça fait que quand on arrive annuellement à notre réflexion stratégique, là, puis je dis une réflexion stratégique, c'est pas une réflexion stratégique qu'on fait, c'est une planification stratégique. Il y a une nuance, là. Ouais. C'est que là, on rentre en planification parce qu'on connaît déjà la stratégie. Il s'agit de la planifier. Puis là, de rajouter une année sur notre vision 3 ans, là, on a toujours un gap de 3 ans devant nous autres. Okay. Fait qu'on l'entretient. Il y a une façon d'entretenir ça. Juste un dernier point, parce que je vois qu'on arrive à la pause, là, mais moi, j'ai eu la chance là, de faire votre audit, puis oui, il y en a des angles morts, mais je ne donnerai pas de scoop en ondes. On a bien hâte d'avoir les nouvelles de cette... Oui, ça s'en vient. Mais tu sais, je vais y aller peut-être avec l'aspect le plus positif, puis c'est en lien avec ce que tu viens de nommer, c'est justement vous avez une vision sur ce qui vous arrive, puis surtout, vous apprenez de vos erreurs. Puis, tu sais, ce que tu mentionnais, que Louis a dit, là, c'est que chaque problème est une opportunité. Ben, vous l'avez fait, là, puis ça s'est manifesté dans certains aspects. Vous avez appris de vos erreurs, puis vous progressez là-dedans. Fait que ça, c'est la meilleure condition gagnante que vous pouvez avoir, puis vous l'avez. Là, parce que ça paraît bien, là. On en parle que tout va bien, mais des erreurs, on a fait pas rien qu'un peu. Là. Je pense que les entreprises qui réussissent sont sûrement ceux qui ont le plus d'erreurs. Ah, merci. Ça m'encourage. Ben, okay. Ce que je veux dire par là, c'est en vivant le plus d'erreurs, tu vis le plus d'apprentissage et tu te construis là-dessus. Si tu as peur du risque, tu vis moins fréquemment des erreurs, mais c'est parce que tu n'oses pas, fait que tu n'avances pas. Mais il faut surtout être apprenant. Puis c'est un des 14 principes de Toyota, là, pour amener ça sur Toyota. Là. C'est un des principes. Puis ça, si tu n'as pas un système organisé pour apprendre de tes erreurs, ben, tu vas laisser tomber des opportunités en or. Tu n'oses pas en faire des erreurs, tu n'apprends pas de cette erreur aussi, non plus. c'est ça. C'est pour ça que je veux dire que ceux qui réussissent ont le plus d'erreurs parce qu'ils osent le plus, puis ils apprennent le plus, puis la roue tourne, puis tu avances le plus, finalement. Ouais. On prend la courte pause, puis on vous revient rapidement. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent qui vous souhaite une bonne écoute. Donc, avant la pause, on a parlé de votre plan de match numérique, mais René, tu avais apporté le fait que vous travaillez sur des échelons de temps. Vous avez un plan de match pour les prochains trimestres, la prochaine 3 ans, le prochain 5 ans, puis que vous ajustiez vos projets en conséquence à ce niveau-là. Mais la dernière fois qu'on a parlé ensemble, vous aviez mentionné la méthode que vous utilisiez. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette méthode-là qui, pour vous aide à prendre des actions? Bien, on est Gazelle. Gazelle, en fait, c'est un terme, c'est un jargon qui explique qu'on est une entreprise hyper croissante, scaling up. S'il y a un livre à lire là, qui est pas le fun à lire, okay? Mais il est à lire, mais pas le fun. Il est à lire parce que c'est vraiment utile. Puis c'est assez complexe aussi à mettre en place. En tout cas, si... Là, tu as dit c'était scaling up. Scaling up, oui, hyper croissance. C'est pas simple à mettre en place, mais il y a des raccourcis là-dedans qu'on a appris. Le refaire, ça irait beaucoup plus simplement maintenant. Puis les rythmiques que j'ai expliqué aussi en début de rencontre, bien, ça en fait partie. Là. C'est une façon de faire vivre la croissance à travers ton entreprise. Mais Scaling Up, en résumé, il y a 4 volets. Il y a le volet humain. Je
pense qu'on a parlé pas mal, là, surtout d'imputabiliser les leaders et de s'assurer que la terre est fertile. Il y a des moyens pour organiser ça. J'en ai parlé tantôt avec les couleurs, toute la portion analyse de l'humain, de s'assurer qu'on a les talents dans notre équipe, puis des leaders talentueux aussi. L'autre chose, c'est la stratégie. On en a parlé aussi. Puis la stratégie, elle, est importante pour l'entreprise, mais c'est comment qu'il y en a d'entreprises qui font des stratégies, puis là, ce sont 2-3 jours en retrait stratégique, puis après ça, ils partent la stratégie. Il se passe quoi après? Fait que là, c'est bien bon d'avoir une vision, de l'avoir définie, mais il faut tomber ensuite en mode exécution. Okay. Ça, c'est le troisième volet. L'exécution, elle s'organise aussi. Il faut que ça soit systématisé dans l'entreprise. Puis, le dernier volet, c'est les finances. D'avoir les yeux sur la liquidité d'entreprise. On ne parle pas vraiment de bénéfices, mais on parle surtout de vérifier la liquidité. Puis c'est là que ça fait un lien, je trouve, avec Toyota. Parce que Toyota, un des principes, c'est de regarder à long terme, de prendre des décisions pour le long terme. Si on prend des décisions pour le court terme pour avoir des bénéfices, là, puis d'avoir une rentabilité à court terme, on ne prendra pas les bonnes décisions. On n'aurait jamais fait un virage vers le 4.0 si on pense à court terme. Il faut voir à long terme. Il faut avoir une vision à long terme, il faut la suivre, puis il faut prendre nos décisions stratégiques à long terme aussi. Il faut se poser des questions stratégiques à long terme, puis répondre par des réponses stratégiques à long terme. C'est un peu les 4 volets du mode Gazelle. Fait que pourquoi que nous, on est Gazelle? Ça fait un lien avec ce que tu poses comme question. Notre cycle trimestriel, il est important. Il faut toujours morceler notre vision en petites bouchées pour être capable d'avancer. Puis après ça, il faut les suivre rigoureusement. Puis pour ça, il faut que tu aies une bonne équipe, des bons talents, etc. etc. Ouais, c'est là aussi qu'on apprend de nos erreurs parce qu'on avait des projets. Il y en a qu'on faisait, souvent beaucoup trop en même temps. Fait que quand tu as trop de projets en même temps qui accaparent toutes les mêmes ressources ou presque, les projets s'étirent. Ouais. Donc là, on se donne une obligation de choisir des projets que nos ressources vont être focusées sur celles-là. Il peut y avoir d'autres projets un peu sur le côté, mais la priorité, c'est que ces 5 projets-là, par trimestre, avancent. Fait que s'ils n'avancent pas au goût qu'on veut, on prend les ressources des autres projets, on les amène là et on fait des rythmés à chaque semaine pour être capable de s'assurer qu'on va les compléter. Qu'on complète, ouais, c'est ça. Puis le flux de projets, là, on parle toujours de flux. Le flux de l'information, le flux des projets, le flux monétaire, c'est beaucoup relié au flux de la pièce. Tu sais, le client, il veut une pièce. Si tu veux une bonne liquidité, il faut que ta pièce voyage bien dans l'usine. Il faut qu'au moment qu'on commence à la produire, il faut qu'elle soit livrée. T'sais, si tu crées de l'inventaire, des travaux en cours, on met beaucoup d'importance là-dessus. Ça relie le point de la liquidité. Là. Réduire les inventaires, améliorer ton flow, etc. Ça revient aussi avec les principes de Toyota. Encore une fois, c'est ça. Parce que c'est ça, scaling up, hypercroissance, je trouve que ça va beaucoup avec. Fait que s'il y a 3 livres à lire là, qui sont peut-être longs à lire, peut-être faut les lire, c'est pas super intéressant. C'est pas un roman là, d'amour et d'eau fraîche, mais en fait, c'est des livres qui sont importants à lire pour apprendre sur le Toyota, les 14 principes, la culture de Toyota et Scaling Up, hypercroissance. Génial. Mettez ça dans votre liste de prochains livres, les gens qui nous écoutent à la maison. Ils ne seront pas faciles à lire, mais ils vont vous permettre de prendre des meilleures décisions pour la suite des choses. Donc, votre méthode Gazelle, je pense que c'est ça qui vous permet d'avoir un rythme de croissance quand même rapide, mais aussi basé sur des bonnes décisions parce que vous avez de nommer les 4 facteurs, l'exécution, finance, stratégie, humain. Ça vous permet de prendre des décisions qui sont adaptées à vos problématiques réelles d'entreprise, puis selon la vision future que vous vous êtes établie. J'ai adoré le fait que tu parles d'imputabilité. Ça fait partie aussi des facteurs de succès qu'on a présentés dans notre première série de capsules qui est disponible sur notre chaîne YouTube, Active ta transformation. L'importance de la responsabilité et de l'imputabilité. Comment vous intégrez ça dans vos équipes? Puis comment ça a été reçu de « OK, maintenant, tu portes le chapeau de ce projet 1-là que vous avez choisi pour votre prochain trimestre. » On sait que sans responsable, les projets n'avancent point. Sans l'imputabilité, le projet n'avance point. Donc, comment ça a été reçu chez vous,
cette nouvelle tâche dans leur quotidien. Là. Je sais pas comment ça a été reçu. On te regarde tous, Gabriel. Ouais. Mais comment vous avez intégré ça? Comment vous l'avez présenté? Ouais, ben, est-ce que ça a été silence comme la dernière fois que vous avez parlé du ERP? Ou est-ce qu'il y avait Sans comme papier, une motivation à dire hey, c'est intéressant, tu sais? Mais je pense que l'humain a besoin d'être impliqué. Mm-hmm. Je pense qu'il a besoin de ça. Puis d'être imputabilisé, je pense que ça fait partie de son développement personnel. Je parle à leur place, là. Je vais leur poser la question, mais que j'arrive à la shop. Mais je pense que c'est important pour un humain d'être imputabilisé puis de faire partie des décisions puis d'accomplir des choses. Moi, je dirais que ça a bien passé. En tout cas, ça fonctionne. Ça avance mieux depuis ce temps-là. C'est déjà bien si ça fonctionne. Je referai un lien avec l'épisode 2 là, avec Marie-Lie, Coefficient RH. Oui, très bon épisode. Très bon épisode, oui, mais je crois que on pourrait nuancer en disant que certaines personnes ont besoin de ça. Oui. D'autres ne voudront rien savoir de ça, mais ils vont apprécier. Mais ça ne sera pas tes leaders. Ça ne sera pas tes leaders, mais ils vont apprécier, par exemple, que quelqu'un prenne cette place-là pour les aider, eux, à savoir où ce qu'on s'en va. Exact. Fait que j'ai l'impression que c'est pas absolu dans le sens tous les humains ou tous les gens qui évoluent ont besoin de ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de ça, puis il y en a peut-être aussi qui ont besoin de savoir où ils s'en vont sans nécessairement que ce soit eux autres qui en aient la responsabilité. En fait, on en parlait vraiment, je pense que ça se rapporte aux leaders. On dit qu'on développait, on voulait s'assurer que les humains se développent, puis développer des leaders au travers. Puis, tu sais, on se regarde les deux, puis on se demande de mener quoi répondre, mais là, il faut y penser. C'est que c'est un changement qui s'est fait un peu graduel, mais qui était dans la nature des choses. On avait déjà des projets, on en travaillait déjà. On était juste peut-être moins organisés. Donc, c'est venir mettre une structure dans tout ça pour avoir un certain beat. Puis après les premiers trimestres, les gens ont vu que, OK, les choses se déploient puis plus vite. On parle d'un projet, 3 mois après, il est livré. Ça aurait pris 6 mois, 1 an. Puis on aurait parlé de 3-4 projets en même temps, puis il n'y en aurait aucun qui s'est livré. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de travail dessus ou que les gens se sont tournés les pouces, c'est juste que c'était pas organisé. Donc, il y a une certaine satisfaction de la part des membres de votre équipe pour voir l'avancement de même, puis dire, hey, on a ciblé, tu as dit tantôt que vous aviez des boîtes à amélioration. Oui, nos cartes d'amélioration. Bien, de savoir que j'ai écrit quelque chose par rapport à un irritant, puis que dans les prochains mois, il va être dans les nouveaux projets ou dans les prochaines semaines, puis que tu vois concrètement des gens prendre action sur l'irritant que toi, tu as, ça doit être quand même satisfaisant pour... Oui, faut quand même le cultiver, ça. Oui. Ça se cultive, une culture. Ouais. Mais faut célébrer. Ouais. Faut que tout le monde sache que ça a été réalisé. Faut que c'est peut-être on a des budgets de reconnaissance. Le chef de groupe, là, il a le droit de prendre son équipe, là, de célébrer quelque chose. Puis des certificats cadeaux, si l'outil ou le projet a été réalisé, en tant qu'entreprise, il faut mettre un accélérant à travers ça. Bien, puis moi, j'ai été dans une entreprise que si tu déposais une amélioration, tu avais un gain. C'est une énorme entreprise, tu pouvais se permettre ça, mais tu avais un 50$ de plus sur ta prochaine paye. Fait que là, ça incite tout le monde à participer à l'amélioration de l'entreprise. C'est bon pour l'entreprise parce qu'elle s'améliore, mais l'employé se sent pas mal bien plus considéré. Absolument. Premièrement, tu es récompensé de t'impliquer, mais tu as aussi la chance de t'impliquer. Il y a pas tous les canaux ne sont pas tout le temps... c'est pas toujours aussi bien reçu de vouloir impliquer les employés. Des fois, tu n'as pas la bonne idée, puis on s'en va sur le champ gauche, puis que toi, tu sois dans le champ droit, ça ne m'importe plus. Mais de savoir que vous faites la reconnaissance, je pense que ça doit inciter encore plus l'utilisation des cartes d'amélioration, puis plus l'implication des gens, puis l'imputabilité doit être plus satisfaite, de dire « Hey, moi, je mène à bon train un projet d'importance. » Exact. Puis tu sais, c'est de faire tourner la roue. Il y a une suggestion qui sort, finalement est implantée. Tu es planté dans un délai intéressant. Ben crime, s'il y a une autre idée, il va en redonner une. Les gens alentours voient que les suggestions sont prises en compte. Donc là, maintenant, ça se met à virer. Puis c'est pas juste une augmentation linéaire, là, c'est exponentiel. Là. Ouais. Autant pour le délivrer des projets que pour les idées qui ressortent. Ça implique vraiment les gens, ça immobilise, ça les garde motivés. Là, je fais des questions à rafale, là, un peu dans le désordre. Vous avez fait un accompagnement avec le CINIMI, qu'on remercie d'être notre partenaire.
pourquoi vous recommanderiez à des gens d'aller chercher de l'aide externe? En fait, c'est un coup d'œil externe qui vient soit valider ou nous donner des outils pour voir les angles morts qu'on n'a peut-être pas vus. On baigne dans une entreprise manufacturière, j'en parle depuis tantôt, où on a un côté plus numérique, là, mais à la base, ce qui fait en sorte que l'entreprise survit, on vend du service sur des pièces. On vend du métal. Exact. Fait que rendu là, on est loin du numérique, mais quand même. Mais le but, c'est de se sortir un peu, de prendre le temps avec eux, de sortir du quotidien, puis d'évaluer le statut. Où est-ce qu'on en est, puis où est-ce qu'on veut aller. Des fois, ça vient mettre du poids sur ce qu'on pense, mais des fois aussi, ça nous donne des opportunités d'amélioration. Et en fait, ça en donne toujours. Puis on est capable après ça de voir dans le temps comment on peut établir ce plan-là. T'sais, on a un plan déjà qui est établi, mais maintenant, le chemin, il peut être sinueux. Fait que comment on fait en sorte qu'il soit plus en ligne droite, puis se donner confiance avec ça. Puis on a parlé un peu aussi, ça donne des chances d'avoir des opportunités aussi d'aide financière. Ouais. Fait que tout ça mis ensemble, c'est un beau melting pot. Là. Le melting pot, le résultat, c'est de la confiance. On a confiance en nous parce qu'on s'est challengé puis on a la bonne solution. Bien sûr, une solution, il faut qu'on soit agile aussi. Faut pas, ça peut changer dans un an, mais au moins, on a une direction puis on a confiance en notre direction. Ça n'enlève pas le risque, mais au moins, il est plus calculé. Oui. Fait que vous recommanderiez aux gens de lever le flag puis des fois dire, bon, c'est le temps d'aller se faire challenger. C'est le temps, des fois même, sans se faire challenger, c'est le temps d'aller, je veux dire, pomper, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, pomper de l'information ou des connaissances ou, tu sais, on n'est pas expert en tout. Fait que, tu sais, d'être capable de lever la tête et de dire, je vais sortir un peu de mon quotidien, puis je vais aller me faire challenger par quelqu'un qui ne connaît pas toute mon entreprise, qui n'a pas les mêmes visions que moi, qui ne connaît pas les mêmes irritants que moi. Qu'est-ce qui fait de l'avant? Pour vous, cet accompagnement-là était positif? Oui, je pense qu'en fait, un des points que tu as mentionné que je trouve super important, c'est de sortir du quotidien au-delà du CNIMI ou d'autres organismes. Sortez de votre entreprise, allez en voir ou faites des visites de d'autres entreprises chez vous. Oui. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Demandez-leur, santé sécurité, si vous voyez quelque chose, dites-nous-le. Demandez-leur des recommandations. Puis ça peut être dans votre domaine de pratique, mais aussi complètement d'autres domaines. On le fait quand même souvent, autant recevoir que d'aller visiter. Puis les idées qui en sortent, écoute, on peut voir une entreprise de distribution qui sont dans l'emballage ou peu importe, on est très loin, très, très loin du métal, mais revenir avec des idées qu'on va implanter dans nos entreprises. Fait qu'au-delà de, oui, tous ces super bons organismes qu'il peut y avoir comme les CNIMI, prenez le temps de sortir. Oui, absolument. C'est pas la première fois que j'entends ce commentaire-là. Puis j'ai organisé des visites industrielles avec plusieurs entreprises. Puis j'ai vu aussi des contacts qui se sont faits entre 2 ou plusieurs entreprises suite à des visites comme ça. Puis c'est toujours payant là, d'ouvrir ses horizons comme ça. Là. Ça vaut la peine, oui. On sort du quotidien, on va peut-être se créer quelques petits retards dans la semaine, mais au final, sur le long terme, là, c'est payant. Absolument. Oui. Génial. Dernière petite question, Raphaël, avant d'approcher la conclusion de ce podcast. Vous avez intégré des cobots dans votre entreprise. On peut dire que ça fait partie des décisions numériques, technologiques, de cette transformation numérique-là. Qu'est-ce qui a été votre facteur de décision d'intégrer des cobots pour les gens à la maison? C'est des robots collaboratifs qui peuvent travailler en relation avec l'employé, l'humain. Pourquoi cette décision-là? C'était quoi la problématique? Qu'est-ce qui vous a mené à prendre cette décision? En premier, c'est une décision de santé-sécurité au travail. On avait des pièces avec des enjeux qui créaient des problèmes de dos, des problèmes de chaleur aussi. Parfois, on soude puis la pièce vient chaude. Ça a été notre premier élément de décision. Aussi, en deuxième, je mettrais qualité. Pour atteindre un niveau de qualité puis d'excellence opérationnelle, là, ça nous a aidés. Puis enfin, c'est la capacité. On est toujours en croissance au niveau du mécano-soudé, puis on a besoin de capacité. C'est les 3 choses qui nous ont... C'est parti parce que, pourquoi les cobots? Parce que on a des robots plus standards, si on peut dire, qui sont vraiment dans des endroits clos, fermés, entre autres pour une presse plieuse. Puis on apprend aussi là-dedans, c'est que ça prend un certain lot de production, ça prend des compétences techniques pour programmer ça. Fait qu'on a appris un peu des fois à la dure avec ça. C'est un type de production qui est récurrent puis tu es capable de
faire un peu comme une chaîne de production, ça va. Mais la flexibilité est un peu moins là. C'est là où, au niveau des cobots, qui sont des robots soudeurs, c'est des petites cellules qui arrivent déjà pratiquement toutes prêtes. Souvent, en 24 heures, en fait, le premier robot il était opérable. Puis à ce moment-là, c'est qu'on vient éliminer beaucoup de facteurs, puis on vient aider l'humain à travailler ses bonnes choses. Donc, c'est plus nécessairement l'humain qui va venir souder, mais c'est lui qui va penser aux façons de positionner la pièce, d'avoir des gabarits, d'être capable d'augmenter la productivité. Puis, en fait, c'est de penser à l'entour, mais en même temps, d'être capable de peut-être opérer, si on peut dire ça, 3 cellules en même temps. Parce que pendant qu'il y en a une qui est en train de souder sur une pièce, ben là, on prépare les autres et tout ça. On l'a vécu là, avec le manque de main-d'œuvre. Donc, ça nous a permis, on n'a pas mis personne dehors, là, au contraire, là, on engage. Là, fait que c'est quelque chose aussi d'important, c'est qu'on n'a même pas des robots pour remplacer les jobs. C'est en fait bien plus pour venir aider à des jobs peut-être qui sont répétitifs, qui sont plates ou qui sont hauts facteurs au niveau risque de santé-sécurité, de pouvoir enlever ce morceau-là puis de mettre des soudeurs humains sur des choses à valeur ajoutée qui s'automatisent peut-être pas. Puis ça, il n'y a pas de secret. Si on ajoute un cobot comme ça puis qu'on le parque dans le shop puis on pense qu'il va rouler tout seul, c'est pas vrai. Non, ça ne marchera pas. Faut le nourrir. Oui. Ça prend une équipe alentour, ça prend des programmeurs, ça prend des opérateurs formés pour programmer, ça prend quelqu'un qui va s'assurer que l'ingénierie en amont, là, le dessin, il est fait pour un robot. Si l'ingénierie n'est pas faite pour l'automatisation, ça ne fonctionnera pas. Après ça, il y a les jigs. Il faut s'en occuper aussi. Puis il faut qu'il y ait un système autour du robot. Si ça, c'est pas mis en place, ça ne fonctionnera pas. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que là, on a parlé tantôt du logiciel, on était plus dans ce qu'on appelle en anglais du soft tech ou du logiciel. Là, on est plus dans du hard tech ou des technologies physiques. On dirait qu'il y a comme une résistance des entreprises, des fois, à vouloir adopter ce type de technologie-là parce que c'est complexe, parce que ça vient jouer sur le flux de production. Mais je trouve ça intéressant parce que les raisons pourquoi vous l'avez mis en place sont très, très, très concrètes et appartiennent à plusieurs entreprises de dire c'est de la santé-sécurité, c'est de la capacité. C'est ça, c'est pas, ça revient, pas voulu un cobot dans ma shop. On a débuté la discussion là-dessus. Ça prend un problème. Exact. Il y a une solution en amélioration continue, le robot, l'automatisation, l'autonomation, le 4.0, le 5S, le Lean, ben, c'est des outils qui viennent supporter l'humain dans son travail. Fait que si le robot ne règle pas un problème, ben, il est là pour rien. Il est là pour rien. Louis doit penser à nous. Là, j'ai menti. J'ai une autre petite question qui m'est venue en tête. On a parlé beaucoup d'amélioration continue au courant de ce balado. Est-ce que vous auriez un conseil que vous pourriez donner à une entreprise qui désire commencer à intégrer l'amélioration continue dans son entreprise? Lire le livre, Toyota Way, Toyota Culture. On commence par ça. Puis, il faut... les ingrédients sont dans les 14 principes. Il faut que ça devienne une religion. Okay? C'était ta Bible. C'est la Bible. Puis, on parlait de foi. Tantôt, Gabriel a dit ça. Faut, à un moment donné, là, tout ne s'explique pas dans le sens que tu suis les 14 principes, mais tu fais, ouais, mais si je vais dans ce sens-là, ça va coûter cher, ça va prendre du temps. Fonce. Investis du temps là-dedans. Parce que si tu ne commences pas, d'ailleurs, si tu n'as pas commencé, tu es en retard. Je m'excuse. Je suis désolé. Il y a peut-être des accélérants, il y a peut-être des façons. De l'amélioration continue. Même si on parle du numérique, c'est urgent d'avoir un plan numérique puis une vision de transformation. Au moins de l'avoir intégré dans ta vision long terme. Peut-être que demain matin, tu n'es pas en train de faire un projet numérique, mais que dans ta vision 3-5 ans, les actions commencent à se présenter. Que ça commence à rouler, c'est ça. Il ne faut pas se décourager. Je ne veux pas décourager personne, mais c'est le temps. Disons, pensez-y. Ouais. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, pour que vous nous partagiez votre savoir. Puis c'est très apprécié. On approche de la fin. Ça a passé très vite encore. Les 2 questions qu'on termine, je vous commence par la première, puis vous allez pouvoir répondre à qui veut répondre en premier, puis le deuxième complétera. Qu'est-ce que vous aimeriez partager à une entreprise qui désire entamer sa transformation numérique? Commencer. C'est ça. C'est vraiment pour vrai. Parce que souvent, il y en a qui vont attendre, ils vont dire on va faire des ROI, on va regarder retour sur investissement. Attendez, il y a une base à aller chercher. Là. Allez vous mettre à niveau, puis après ça, vous penserez pour des projets plus d'envergure à mettre des ROI. Je ne dis pas qu'un ERP n'est pas un projet d'envergure, mais si vous n'avez pas un système manufacturier
qui organise un peu votre travail, comptabilité, etc., commencez à penser à mettre une base, puis rapidement, là, commencez pas à regarder vos ROI, quoi que ce soit. Là, ça va vous prendre ça pour croître, pour avoir une base solide. Mais c'est vrai dans tout. C'est ce qui va définir si vous êtes là dans 5 ans ou pas. Là. Ouais. Ça va vite de même. Là. Puis moi, je rajouterais, tout part du premier leader de l'entreprise. C'est qui? Nous autres, on pense à Louis, là. Ben, il nous a influencé au niveau de la santé et sécurité. Il nous a influencé au niveau de la qualité, de la culture humaine, de l'amélioration continue. Et il nous influence aussi du côté numérique. Moi, je pense que si le comité exécutif ou le président n'y croit pas, ben là, tu vas avoir du monde qui va pédaler dans le vide. On va toujours être en train de se battre pour faire passer des projets. Puis, faut surtout pas que le président soit axé sur la rentabilité nette mois par mois. Il faut qu'il pense à long terme. Okay. Et ça, il faut s'adresser au président pour ça. Puis sortir, tu sais, j'en parlais tantôt, aller voir des usines, aller voir d'autres entreprises, aller voir des foires, que ce soit, on parle toujours d'Allemagne, tout le kit, oui, c'est le fun d'aller voir ça, que ce soit aux États-Unis ou peu importe, mais on a plein de belles entreprises au Québec aussi qui ont des portes ouvertes. Profitez-en. Mondial. Allez les voir. Ouais, dans le réseau du métal, c'est le RTMQ, le réseau de transformation métallique du Québec. Et il fait plein d'invitations là, pour aller visiter des usines. C'est toujours très enrichissant. Là. On a toujours quelqu'un de notre équipe qui va à ces rencontres-là. Donc, commencez. Ayez un leader qui veut prendre des bonnes décisions pour le long terme. Donc, évitez la vision court terme et risque court terme. Puis, sortez de chez vous puis allez visiter. Je pense que ça résume un peu votre... Et planifier. C'est sûr qu'il faut avoir une petite stratégie derrière tout ça qu'on a planifié dans le temps. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, un peu à gauche, un peu à droite, mais je trouve quand même qu'il y a eu un fil conducteur par rapport à l'humain, la prise de décision. Je réponds à des problématiques, je ne fais pas des projets pour faire des projets. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de notre conversation aujourd'hui? Qui mérite d'être réadressé, par exemple? Bien, je pense que tu as mis le doigt dessus. Du début à la fin, on a parlé de l'humain. Gym numérique, on est dans le numérique. On s'attend à parler de robots, d'automatisation, d'AI et tout ça. C'est tous des beaux outils, mais on n'a pas arrêté de parler de l'humain. Puis ça reste le nerf de la guerre, à mon avis. Oui, puis je vais dans cette lignée-là aussi. C'est que si la terre n'est pas préparée, elle n'est pas cultivée, ben la culture ne prend pas. Il n'y a rien qui pousse. Fait que faut s'y attarder. Puis ça, c'est beaucoup... C'est les relations humaines ou les ressources humaines, là, comment qu'on l'appelle, les RH, là, mais il y a beaucoup d'humains là-dedans. C'est fou quand même. Puis là, je me permets une petite parenthèse. On a fait plusieurs enregistrements de notre balado en date d'aujourd'hui, puis on veut parler de la transformation numérique, puis malgré tout, l'humain vient tout le temps clore la discussion. Puis je trouve ça tellement agréable que ce soit ça, parce que on peut facilement se perdre dans les discours technologiques de la transformation numérique, mais quand on se pose vraiment la question d'où est basé notre succès, l'humain ressort toujours, tu sais. Oui. Absolument. Absolument, c'est une belle réflexion. Parce qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, génial. Fait qu'on s'en va vers le 5.0. Non, on a réussi à l'éviter tout le sujet. On va réussir encore. On finira pas avec ça. Non. Non, il me reste juste à vous dire un énorme merci de votre participation, René, Gabriel, d'être venus aujourd'hui. C'était une discussion super enrichissante pour les entreprises, mais pour le commun des mortels aussi, moi, je trouve, de voir que tout est possible, qu'on peut toujours apprendre de nos erreurs. Je trouve que c'est vraiment une belle discussion qu'on a eue. Donc, merci vraiment de votre présence. Puis notre mission, c'est s'entraider, partager, bâtir. Fait que s'il y a des auditeurs qui veulent communiquer avec nous autres, là, c'est bienvenu. Ah, ça, c'est génial. Bel appel à tous. Absolument. Donc, il me reste juste à vous dire au revoir à vous à la maison qui nous écoutez. Merci vraiment d'être présents. Abonnez-vous à notre chaîne, à nos plateformes audio, mais surtout, partagez pour que ce beau discours basé sur l'humain puisse atteindre les oreilles de la personne qui ça peut faire une énorme différence. Sur ce, on vous souhaite à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.